Et apparemment, le public a très bien réagi en venant très nombreux au salon. Merci beaucoup, monsieur Aoudi. Nous passons donc tout de suite à Joël. À toi, Joël. Merci Arine. Nous allons retrouver maintenant Ahmad Baidoun, auteur de Liban, itinéraire dans une guerre incivile, et il va être interviewé par Madame Michel Defrege. Ahmad Baidoun, bonsoir. Vous avez une cinquantaine d'années. Vous êtes docteur S-Lettres et de sciences humaines de la Sorbonne. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'université libanaise et auteur de plusieurs ouvrages en langue française et arabe. Et vous venez de publier aux éditions Cartala, en coédition avec le CERMOC, le Liban, itinéraire dans une guerre incivile, un recueil de textes sur le Liban écrits à des périodes diverses de la guerre et parfois même avant. Alors avant de commencer, je voudrais revenir au titre. Pourquoi avoir voulu insister sur le mot incivil? Parce que, en fait, une des conditions de l'installation de l'état de guerre, c'est de transgresser certaines lois qui sont autant de manières d'épargner à la société la violence et que, de ce point de vue, la guerre a beau être civile, il n'empêche qu'elle brise la civilité, qu'elle manque de civilité. C'est pour cette raison que je l'ai appelée la guerre incivile. C'est qui ne l'empêche pas d'être une guerre civile à part entière, d'ailleurs. Alors, ce livre, donc, est, je disais, un recueil formé de plusieurs textes qui sont des articles, des conférences, et qui ont été écrits à différentes périodes, depuis 1975 plus ou moins, jusqu'à la fin de la guerre. Oui. Cela dit, pourquoi ce contraste entre l'introduction du livre, qui est largement politique, et l'ouvrage lui-même, qui est plutôt d'ordre sociologique? En fait, le contraste est voulu parce qu'au moment où ce livre devait paraître, d'ailleurs il a eu quelques retards à être publié, je voulais me situer politiquement dans la situation qui prévalait à ce moment-là. Et donc, j'ai écrit sur un ton direct. Je ne dis pas que ça ne m'était pas arrivé avant. Le ton politique caractérise certains de mes textes, alors que pour d'autres, vous avez raison de le dire, il s'agit de textes souvent à caractère sociologique ou socio-historique. Cela dit, pour la guerre libanaise, on a beaucoup dit que c'était une guerre civile, et puis d'autres ont dit que c'était la guerre des autres chez nous. Pour vous, c'est un subtil mélange des deux. C'est quoi exactement? Je trouve que c'est un faux problème. Pour une guerre, le fait de présupposer des rôles extérieurs, le fait d'être intégré dans un ensemble de conflits régionaux ne l'empêche nullement d'être de plein droit une guerre civile. La guerre au Liban a été une guerre entre groupes libanais, entre factions libanaises, et ces factions libanaises étaient branchées sur des conflits régionaux et d'ailleurs aussi sur la grande confrontation internationale caractéristique de la guerre froide. Et ce n'est pas un hasard que la guerre du Liban n'ait pris fin qu'avec la fin de la guerre froide. Donc c'est pas 50-50? C'est pas 50-50, c'est 100% d'un côté et 100% de l'autre. Dans un de vos chapitres intitulé « Culture de guerre », vous semblez, je vous cite, déplorer que la guerre ait eu pour effet de consolider les cellules sociales de base. Vous entendez par là la famille, le village ou la communauté, aux dépens de l'appartenance à une nation. Mais n'est-il pas vrai aussi que la guerre a souvent fait éclater ces cellules de base par les séparations de toutes sortes, les migrations, les gens qui ont été déplacés des villes vers les villages ou vice-versa? Et n'en a-t-il pas toujours été ainsi au Liban, avec ou sans la guerre? Évidemment, nous avons toujours eu des déplacements de population, ce qui a, par exemple, caractérisé l'exode rural, analogue en tous points à ce que connaissent d'autres pays. Nous avons eu l'émigration à l'extérieur,
mais là, ça a pris des dimensions beaucoup plus considérables. Et d'autre part, j'ai voulu insister sur le point que même quand elles étaient déplacées, même quand elles devaient quitter le pays, les familles ont constitué un ultime recours à leurs membres. Ça a été le dernier rempart qui a permis aux Libanais de lutter. Bien sûr, on peut tirer son chapeau aux familles pour cette réalisation, si je puis dire, mais d'autre part, on ne peut que souligner le fait que cela a empêché le développement d'une conscience nationale dont l'horizon, pendant plusieurs années, semblait être fermé. Dans un autre chapitre où vous parlez de la formule libanaise, vous dites, et je vous cite aussi, vous dites cette pudeur, c'est vous qui avez choisi ce mot que vous dénoncez, et qui est celle d'une classe politique qui se refuse à appeler les choses par leur nom, préférant par exemple parler de famille spirituelle plutôt que de communauté. Oui. Alors à votre avis, cette pudeur n'est-elle qu'hypocrisie? Et pensez-vous que d'appeler les choses par leur nom et d'ouvrir un débat franc chrétien-musulman favoriserait ou non la déconfessionnalisation? Oui. La pudeur n'est pas qu'hypocrisie, parce que la pudeur exprime la nécessité de tenir compte de la dimension moderne de la société libanaise et de la nécessité d'un État libanais. L'État libanais n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait dans la conscience des Libanais, d'une part, mais aussi et surtout dans l'organisation de la société libanaise, une instance qui dépasse le niveau communautaire et qui constitue la base de l'État, la condition de nécessité et de possibilité en même temps de l'État. Donc ce n'est pas une simple hypocrisie. En fait, les Libanais, en refusant de faire éclater au visage du monde le caractère purement communautaire de leur organisation sociale, tirent leur chapeau à la modernité et reconnaissent qu'il y a une dimension de modernité dans leur organisation sociale. Alors, vous avez un chapitre que vous avez intitulé « Les écoliers des apprentis fous ». Oui. Alors, on découvre en vous un pédagogue accompli, en plus du sociologue que vous êtes, puisque vous proposez un programme d'enseignement primaire, notamment assez exhaustif. Oui. Vous préconisez un retour à la nature, des travaux manuels, mais vous préconisez l'arabisation des sciences et des maths. Vous ne trouvez pas que c'est une complication supplémentaire pour les étudiants? En fait, c'est un rapport qui ont été tissés entre les forces de guerre et les intellectuels et contre lesquels je me suis exprimé depuis le début du conflit. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans la paix. La guerre est finie, du moins on l'espère, et les intellectuels ne sont plus essayés par les mêmes pressions. Mais personnellement, je suis contre l'oubli de ce qui a été dit et de ce qui a été fait pendant la guerre. Je suis pour le pardon, mais pas pour l'oubli. Pour terminer, je voudrais vous demander s'il y a quelque chose que vous auriez ajouté à ce livre s'il devait être écrit aujourd'hui, mis à part les petites... J'aurais corrigé certaines choses, j'aurais changé certaines phrases, certains paragraphes, mais je n'aurais rien changé de fondamental. Et justement, je m'enorgueillis dans l'introduction d'avoir pu publier tels quels ces essais dont la production s'est étalée sur les 15 années de guerre, sur ces années qui, somme toute, étaient peu propices à l'objectivité. Ahmad Baidoun, je vous remercie et je rappelle le titre de votre livre, « Le Liban, itinéraire dans une guerre incivile ». C'est moi qui vous remercie. Donc, merci beaucoup Joël. Donc, nous sommes en direct du Futuroscope, là où se déroule l'exposition « Lire en français, jamais coté ».